Camille, écoute, ravi de t'avoir sur mon podcast. On se parle beaucoup, mais pour les gens qui ne connaissent pas Camille Hugues Despointes, qui es-tu? Euh, Moi, je suis donc Camille Huyghe Despointes. Je sais pas qui je suis, j'ai envie de dire, je suis une femme entrepreneuse française, maman de 3 enfants. Euh, J'adore les animaux et j'adore monter des projets from scratch. C'est génial. Et dans les projets, puisque je connais un tout petit peu, tu as quand même fait plein de projets. Parle-nous un peu de tes projets que tu as fait par le passé et qu'est-ce que tu en as tiré de ces expériences? Alors d'abord, j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai une licence d'art du spectacle. C'est chouette. Hein. Et j'ai découvert l'entrepreneuriat et les projets juste parce que j'avais des idées et des envies. Ça m'est toujours arrivé un peu comme ça. Dans la vie, on dit toujours que tu sais jamais qui choisit quoi, si c'est les projets qui te choisissent ou si c'est toi qui les choisis. J'ai tendance à penser que c'est les projets qui te choisissent plutôt que l'inverse. Et j'ai travaillé pas mal dans l'éducation. J'ai commencé comme ça parce que j'étais inspirée par mon quotidien et par l'éducation, par mes enfants qui grandissaient. Donc les premières boîtes que j'ai montées, je les ai montées en faisant ce qu'on dit très bien des entrepreneurs, comment tu identifies un problème et comment est-ce que tu as envie de le régler. Donc moi, j'ai pas dérogé à cette règle et j'ai fait exactement ça. Et j'ai monté un premier projet qui est jamais sorti de l'eau qui s'appelait le Petit Théâtre de Pénélope. Pénélope, c'est le nom de ma fille aînée et qui faisait des pièces de théâtre. C'était une série qui permettait aux familles et aux enfants de monter des pièces de théâtre, que tu sois à deux dans une chambre en petite fratrie ou lors de grandes cousinades ou de grands raouts avec des copains et des enfants. Et l'idée, c'était d'adapter des contes et de pouvoir permettre aux enfants de monter des spectacles comme ils adorent faire tout le temps avec des billets, des pièces, des indications de costumes, la pièce écrite et tout ça. Voilà. Et le premier qu'on avait adapté, c'était Le Prince et la Grenouille. Je me disais en fait que je voulais te demander combien le spectacle t'aurait influé ou t'a accompagné, aidé dans tes entreprises. Mais là, je vois tout de suite, évidemment, assez proche du métier. Oui, tout à fait. J'ai toujours fait du spectacle et je crois que les deux fils rouges dans ma vie, c'est ça, sûrement. Et je vais dire l'expérience client, c'est-à-dire que le fait que les gens aient du plaisir à utiliser ce que je produis. Et la gamification, parce que je suis persuadée qu'on apprend beaucoup plus quand on prend du plaisir à faire les choses. Voilà. C'est-à-dire la gamification, pour moi, c'est une histoire d'être retrouver son enfant, l'enfant en nous. Ouais, c'est ça. C'est ce que dit Saint-Exupéry. Saint-Exupéry dit peu d'entre nous se souviennent qu'ils ont été des enfants, alors Mm. qu'on a tous été des enfants. Voilà. Et Moi, c'est je crois fou, hein. que je m'en souviens. Voilà. Et alors, donc, après celui-là sur le spectacle pour les enfants qui n'est pas sorti, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, j'ai monté une boîte qui s'appelait Viens jouer à la maison et qui faisait des ateliers ludo-éducatifs pour les 0-10 ans. C'était des boutiques ateliers qu'on a développés en franchise. Et là, c'était des espèces de centres où il y avait des activités de théâtre, de cirque, d'éveil musical, des goûters d'anniversaire, plein d'activités pour les 0-10 ans. Et qu'on avait développé en petites boutiques ateliers qu'on développait dans les centres-villes et dans les centres commerciaux. Encore du spectacle. Encore du spectacle et du jeu. On avait développé 4000 pages de contenu pédagogique. Et c'était super parce qu'on créait plein de jeux, on inventait plein de jeux. euh, Avec toujours cette notion de se dire qu'est-ce qu'en jouant on va apprendre ou qu'est-ce qu'on va apprendre en jouant, mais toujours avec cette même philosophie. Voilà. Ce qui est fou, et puis je voudrais que tu partages un peu ton ressentiment, mais le jeu, en anglais, j'utilise le mot play, et ce côté ludique, le jeu, je trouve que c'est extrêmement important.
est extrêmement manquant, notamment chez les adultes. Et j'ai envie de dire encore un peu plus, ça c'est mon ressenti, en France. Alors, c'est vrai, c'est redevenu un peu tendance le jeu. Mais il y a quelques années, les adultes jouaient pas beaucoup. Et d'ailleurs, dans les petites anecdotes rigolotes, comme j'organisais plein de jeux, euh, comme j'organisais plein de jeux et je créais avec la direction pédagogique plein de jeux pour les enfants, tous mes copains me disaient, mais vraiment, c'est nul parce que nous, tu nous fais pas jouer. Ah, Et, et j'ai fini par organiser à la maison, une fois par mois, des soirées jeux où tout le monde venait pour jouer. On faisait des jeux de société, on faisait des jeux de groupe, on faisait du tir à l'arc dans le salon, avec, enfin bon, bref, on jouait, quoi. Et j'avais réorganisé ça pour mes cercles d'amis. chouette. Donc, encore une fois, un besoin, peut-être moins un problème, on va dire, mais une solution. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Après, j'ai vendu cette boîte à un grand groupe français et en disant à mon mari que j'aurais plus jamais d'idée de boîte. Never say never. Voilà. Et il m'a exactement dit ça. Il m'a dit, écoute, je pense qu'on en reparlera dans 18 mois. Voilà. Et 18 mois plus tard, 18 mois plus tard, je fais face à un nouveau caillou dans ma chaussure, comme on dit, qui était que je voulais envoyer ma fille à l'étranger. Et je trouvais qu'on avait pas du tout, on s'était pas du tout intéressé au sujet de, en fait, on avait révolutionné le voyage avec des modèles comme Airbnb, des modèles beaucoup plus authentiques et tout ça. Mais le voyage des enfants à l'étranger, notamment pour qu'ils apprennent les langues, c'était un modèle qui n'avait pas changé depuis 50 ans. Et à ce moment-là, dans le groupe où j'étais, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que moi, j'envoie pas ma fille chez un collaborateur de ce grand groupe? Je me suis dit, mais en fait, ce truc, c'est une idée de boîte. Et puis, j'ai quitté cette boîte et j'ai monté une start-up qui s'appelait World is a Village et qui était une forme de Airbnb des séjours linguistiques. Ça, c'était une aventure incroyable. Et The World is a Village, c'est une idée souvent, The World is small. Ouais, Mais quand il s'agit de trouver un endroit pour envoyer tes enfants, il faut avoir confiance dans l'autre. Et c'est difficile de gagner cette confiance. Donc, comment est-ce que tu as géré cet aspect de gagner confiance pour envoyer ton enfant chez les étrangers? alors c'est une très bonne question, surtout qu'il faut se remettre quelques années en arrière. Je pense qu'aujourd'hui, le problème n'est pas du tout le même au sujet de la confiance. Parce qu'avec les outils technologiques qui ont été développés après le Covid, la confiance dans les visioconférences et tout ça, il faut juste se rappeler que World is a Village, c'était avant le Covid et qu'on commençait à faire des visios, mais c'était pas du tout aussi commun que ça l'est aujourd'hui. Je me permets quand même de redire ça. Il y a plein d'outils techno, notamment sur les validations d'identité et tout, qui commençaient à sortir, mais c'était le tout début. Donc, nous, on avait décidé de valider la confiance justement parce qu'on passait par les entreprises. Donc, des groupes internationaux, des écoles, en fait, validaient. C'était un modèle B2B2C. Donc, on bossait avec les B qui prenaient un member fee. C'était ce qu'on appelait un avantage pour les sociétés. C'était un avantage pour les collaborateurs. Et quand les sociétés étaient membres de World is a Village, les collaborateurs avaient accès des, à l'ensemble des familles de World is a Village. Ça permettait de valider que les familles existaient déjà puisqu'elles travaillaient et qu'a priori, c'était des familles normales, entre guillemets, Hmm. euh, puisque elles allaient travailler tous les jours dans l'entreprise et qu'on savait qui elles étaient. Elles étaient reconnues par les pairs. Donc, on avait créé la confiance par les pairs. Hmm. Oh, ça a beaucoup de sens, puisqu'à partir du moment où ils travaillent dans une boîte, ils arrivent à 9h ou 9h30, ils repartent à 20h, enfin, ils sont normaux parce qu'ils savent Exactement. tenir un job. Alors, Exact- comme j'avais dit au tout début, on m'a demandé, c'était qu'est-ce que tu en as retenu de toutes ces expériences, toutes ces différentes entreprises que tu as lancées? euh, Où est-ce que tu en es par rapport à ça, Camille? J'en ai retenu plein de choses, mais j'en ai retenu que je crois qu'on se refait pas tellement et que moi, j'aime bien créer des entreprises, que c'est pas toujours facile
que ça marche pas à chaque fois. J'en ai peut-être aussi retenu ce que j'aimais bien faire et mes key learnings des fois d'après. Donc, j'ose à penser que je m'améliore à chaque fois. Voilà. Euh, il y a quelque chose que je pourrais peut-être dire aussi, c'est que on a tendance à dire que les entreprises, alors nous les femmes en particulier, que ce sont nos bébés, et je déteste cette expression. Donc, j'en ai retenu que ça n'est surtout pas ça. Voilà. Nous, quand on est une femme, on nous dit souvent, mais tes entreprises, comme tu bosses beaucoup et tout, c'est un peu comme ton bébé. Pas du tout. Voilà. C'est pas du tout la même. Si on plante une boîte, on ne perd pas son enfant. Voilà. Donc, j'ai retenu que c'était pas une expression que j'aimais. Voilà. Hmm, hmm. Et que je pense que c'est juste des ajustements et des petits ajustements qu'on fait à chaque fois, surtout. Dans cette notion, c'est pas mon bébé, il y a l'appartenance, l'engagement, la Ouais. responsabilité. Et si j'ai bien entendu, c'est que en fait, la perte d'un startup, ça n'a rien à voir. Et donc, c'est dans cela que c'est pas ton bébé. Tu as quand même l'engagement, tu as le côté ça m'appartient, j'en suis responsable, je m'engage à fond. Mais prenons un peu de recul, c'est juste une startup, c'est juste à ce niveau-là. Exactement. C'est exactement ça. Les Américains, ils le gèrent beaucoup mieux que les Français. Hmm. Bah, est-ce que ça veut dire que les Américains, enfin, parce que généralement on dit que les Américains gèrent mieux le risque, mais est-ce qu'il y a un Ils lien? gèrent mieux l'échec. Ils gèrent C'est mieux ça, l'échec. oui, le chèque. Mais donc ça veut dire que les Américains prennent de la distance par rapport aux échecs mieux. Ouais, je pense. Parce que je pense que les Américains, ils ont une phrase formidable qui dit nothing personal, que les Mhm. Français n'ont pas du tout, et que l'échec, euh, elle est rattachée, elle est beaucoup plus émotionnelle chez les Français ou dans les pays latins que dans les pays anglo-saxons. Ce On qui est dit marrant, très souvent, dans les startups, on dit très souvent qu'aux États-Unis, si vous n'avez pas planté de boîte, on ne vous prête pas d'argent. mais oui, Alors qu'en France, si tu as planté une boîte, on ne perd pas d'argent, on ne te prête pas d'argent. C'est exactement l'inverse. ce qui est marrant, c'est que j'ai envie de dire la notion de la résilience demande quelque part des échecs, des épreuves, de la difficulté pour savoir jusqu'où je peux aller. Je me dis que dans la société, il y a aussi un manque quelque part de résilience aujourd'hui, en tout cas dans les chiffres de santé mentale, enfin, la capacité de rebondir après l'échec ou enfin des gros problèmes, ça me paraît difficile. Je pense que, je pense qu'il faudrait qu'on apprenne plus souvent à relativiser l'échec. Mm, Et que l'échec, on en vit tous les jours des petits échecs aussi, et que ça tue pas. mm. Et je pense qu'on est dans des sociétés où, alors c'est pas pareil d'un pays à l'autre, mais je pense qu'on est dans des sociétés où la relation à l'échec, on en fait quelque chose de personnel et que ça ne devrait pas, parce qu'au contraire, elle force la résilience, l'apprentissage, le fait de grandir à titre perso et humainement, et puis aussi dans son environnement. Alors, c'est ce qui est marrant dans cette conversation, ce que ça me fait penser, c'est que moi, à titre professionnel, j'ai souvent parlé en fait de le branding est personnel. Car quand on me disait ne le prends pas personnellement, quand quelqu'un dit t'es à chier, ne le prends pas personnellement. Euh, comment? Enfin, et j'ai envie de dire aussi que dans beaucoup d'entreprises, beaucoup de boîtes n'ont pas l'engagement de leurs employés parce que justement, ils ne le prennent pas personnellement. Ils arrivent à 9 heures, ils repartent à 17 heures et ils s'en foutent du reste. Et j'ai envie de dire que là-dedans, un des gros problèmes, c'est de ne pas se connaître. Parce qu'à partir du moment où tu te connais pas, tu peux pas le prendre bien personnellement, ou on va dire honnêtement à toi, parce que tu te connais pas. Donc, soit tu le fais et c'est faux, donc tu t'engages dans un truc, mais en fait,
tu t'éloignes de qui tu es Ouais. par une espèce de passion, mais passion détachée de qui tu es, ta réalité. Et d'autre part, tu vas au boulot et tu t'en fous et tu te dis, bon, ben, j'ai rien, je suis pas engagé parce qu'en fait, je gagne rien. Je me sens pas. Quand tu me dis ça, ça me fait penser à trois trucs. Va, Livré en vrac. Le premier, c'est les sujets de communication non violente, dont on parle pas mal en. Moi, je fais un peu de coaching, mais dont on parle quand on te dit t'es à chier, c'est pas de la communication non violente. Voilà. ouais, Et donc là, en effet, c'est une attaque personnelle. Donc c'est compliqué de ne pas le prendre personnellement. Et en réalité, ça ne devrait pas avoir lieu dans un espace de travail. Voilà, le monde étant ce qui est, ça arrive plus souvent qu'on ne voudrait, mais ça arrive. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut faire une différence entre le sujet de l'engagement et du sens que les entreprises donnent et que le management donne aux entreprises, aux collaborateurs. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être engagé, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se donner à fond. Mais une fois qu'on s'est donné à fond et qu'on a été au bout du truc, ben, on a déjà fait beaucoup finalement. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est tu fais ce que tu peux et c'est déjà beaucoup, à condition que la première partie de la phrase qui est tu fais ce que tu peux, tu le fasses vraiment ce que tu peux, c'est-à-dire le max de ce que tu peux donner. Voilà, l'effort. c'est l'effort, exactement. Et c'est très différent de cette phrase commune en France qui dit l'important, c'est pas de gagner, c'est de participer. Hmm. Là, pareil, parce que moi, je pense que quand on participe, il faut tout donner et il faut aller au bout de soi, au bout des choses, au bout de son engagement, il faut tout donner. Après, si on gagne, on gagne. Si on gagne pas, bah, on gagne pas. Mais on a tout donné. On a fait ce qu'on pouvait et c'est déjà beaucoup. Je sais que tu avais une troisième chose à dire, mais dans Saint-Exupéry, il a dit, je gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. Tu aimes les citations. Je gagne, je gagne, je gagne. C'est quoi gagner? Et, et, euh, et l'idée qui est pour moi venue des États-Unis, souvent ce que tu viens de dire, c'est que tu es arrivé 19e sur 19, bravo, parce que tu as participé, tu reçois une médaille. Ah ben, peut-être si tu t'es vraiment donné à fond et t'es arrivé 19e, ça peut arriver. Mais l'idée de donner juste à la va-vite parce que tu as participé, sans vraiment avoir une récompense ou un lien par rapport à ton effort, Bien sûr. l'exercice. Donc la troisième chose, Donc, la première, c'était la communication non violente. La deuxième chose, c'était en effet le sujet de l'engagement. Et le troisième, c'est la relation en effet à l'échec. hmm, Et pour moi, c'est encore autre chose. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend, en fait, qu'on n'apprend pas tellement. hmm. En tout cas, par exemple, à l'école, c'est quand même quelque chose de compliqué encore. Euh, alors que c'est quelque chose qu'on apprend régulièrement quand on fait du sport, par exemple, en Hmm. compétition. Et ça, je pense que c'est un vrai atout dans la vie quand on a fait, enfin moi j'en ai fait un peu en équitation. Et ça, je pense que c'est un vrai atout dans la vie de manière générale, de faire de la compétition dans un sport ou de faire un sport de manière relativement assidue. Alors, Ça compte. je te connais avec tes enfants, avec JB, et donc ça, c'est une partie de l'éducation. C'est vrai que l'éducation, pour moi, doit comprendre des choses qui sont de l'ordre personnel, c'est-à-dire comment tu parles en public, du théâtre, du spectacle, et du sport, ou le débat, tout ça, ça devrait faire partie d'une vraie éducation qui n'est pas la belle passerelle par rapport à l'équitation, parce que on aurait pu parler du joli Eugène, ton chien. Mais le fait que enfin, quand on s'est rencontrés, Camille, une chose qui m'a beaucoup marqué, c'était ta relation, enfin, ton engagement vis-à-vis de l'équitation. Et qu'est-ce que tu en as appris? Et alors, raconte-nous comment tu es arrivé, rentré dans l'histoire de l'équitation. Ah, j'ai commencé quand j'étais toute petite.
Je sais pas bien comment. J'ai commencé parce que j'étais toute petite et que tout le monde et que je voulais faire du poney, je pense, comme plein de gens. Voilà, ça, je me souviens pas trop. Mais je me souviens qu'ensuite, j'étais ultra mordue. Et que l'équitation, dans la construction de ma vie et de qui je suis, je pense que ça fait beaucoup. La relation avec le cheval, la relation euh, avec la compétition. L'équitation, c'est un sport formidable parce que le cheval, c'est un apprenant humain incroyable. La relation avec l'animal, moi je dis toujours, c'est un peu bateau et les enfants se foutent de moi à chaque fois. Je dis toujours que l'équitation, c'est le seul sport individuel par équipe. Parce qu'aux Jeux Olympiques, c'est un sport individuel, l'équitation, sauf que vous avez quand même deux êtres vivants qui doivent faire une sacrée belle équipe pour aller s'enfiler des parcours à 1,60 m ou faire des reprises de dressage. Et évidemment, il y a un être vivant en dessous de vous qui fait 800 kilos. Et donc la relation, c'est là qu'on apprend que la relation de force, par exemple, n'est pas utile Hmm, de manière systématique. hmm. Et en fait, on apprend plein de choses en équitation. Et moi, ça m'a beaucoup appris, notamment sur les sujets de résilience et de remise en question. Oui, on dit souvent, ben, que si tu tombes, tu te remets. Exactement. Bon, déjà, ça, c'est la base. Ouais. Que quand tu fais un parcours et que tu fais une barre, ben, c'est pas souvent de la faute du cheval, c'est quand même Hmm, souvent de la faute. Et ça serait facile de se dire que c'est de la faute du cheval. Il y a une analogie avec le tennis. hmm. Ça arrive que certains tennis players, de joueurs de tennis, quand la balle part dans le filet, regardent la raquette. Voilà. Avec Ça me fait toujours l'équitation, rire. c'est hyper drôle. Bah voilà, Ouais. bah, l'équitation, c'est la même chose, donc ce serait facile de blâmer le cheval. Quand même, souvent, le cavalier y est pour beaucoup et ça demande de retourner, et puis on a un être vivant en dessous de soi qui ressent tout en plus. Le cheval, il ressent beaucoup de choses en termes d'émotions, de stress. Puis lui aussi, il a ses émotions, ses stress, c'est plein de choses. Donc c'est une relation vivante, enfin, c'est une relation incroyable, la relation avec le cheval. Alors, quand tu abordes un cheval pour la première fois, enfin, j'ai envie de dire pour l'humain, parce qu'on est comme ça, on anthropomorphise tout, mais à combien est-ce que c'est un peu similaire à la première fois quand on rencontre un être humain? Quels sont les parallèles entre la première rencontre que nous on connaît et que toi tu as connu avec des chevaux? Moi, je dirais déjà que le cheval, il juge pas. Ah, Quand tu rencontres un cheval, il a un truc formidable. Pour le coup, lui, c'est qu'il te prend comme tu es, dans l'humeur dans laquelle tu es. Alors, ils ont aussi leur tempérament, hein, les chevaux, évidemment. Euh, mais moi, je dirais, par exemple, que ma jument, déjà, quand tu arrives, tu es obligé de tout poser. Tu es obligé de tout poser avant d'arriver dans... Enfin, tu peux pas monter à cheval et avoir tes soucis de boulot. En fait, il faut que tu sois disponible. il faut que je sois présent. Exactement. Et elle va te prendre comme t'es. Et tu peux commencer des sessions où tu es super tendu et finalement, soit elle est de mauvaise humeur et elle va se tendre aussi, ou au contraire, elle va se dire, t'inquiète, ça va bien se passer, je suis là, regarde, enjoy, profite du moment. Et après, en fait, le vrai luxe que j'ai eu la chance d'avoir plusieurs fois dans ma vie, c'est d'avoir ton cheval. Parce que quand tu montes sur un cheval de club ou juste pour une balade, t'as pas de relation. Mm, C'est pas comme une mobilette, mais c'est pas loin. Quand tout d'un coup, mm. tu as un cheval que tu vas voir tous les jours, toutes les semaines, avec qui tu as une vraie relation, tout d'un coup, tu développes vraiment une relation interpersonnelle avec ton cheval. Tu connais ses mimiques, tu connais ses petits mouvements de stress. C'est tout ton non-verbal qui est ultra développé. Et ça marche, je pense, dans les deux sens. C'est-à-dire que lui, il te voit arriver du bout de l'allée, il te reconnaît à la manière dont tu marches. Donc, ça fonctionne dans les deux sens. Donc, ça développe aussi cette partie de toi qui est tout ton non-verbal.
que t'as pas forcément besoin de lui parler pour se comprendre. Penses-tu l'idée de ne pas avoir de jugement soit quelque chose d'utile pour nous? Je pense qu'on ne saurait pas par en avoir. Voilà. Je pense que parfois, d'arriver avec un a priori neutre, c'est aidant, mais c'est très compliqué parce qu'on a plein de biais cognitifs. Enfin, de toute manière, on arrive déjà avec un biais cognitif. En tout cas, d'être au courant de ce biais, Ouais, ça revient pas loin du même concept, c'est-à-dire je peux au moins être au courant et neutraliser quelque part ce biais ou être présent avec le biais. ouais. Mais tu vois, le cheval, quand il te voit, lui, il te prend comme tu es. De bonne humeur, de mauvaise humeur. Euh, peu importe, il te prend comme tu es. Et ça, c'est quand même dans la vie finalement assez rare. Hmm. On te prenne comme tu es, avec l'humeur que tu as, sans jugement de rien. Hmm. Et alors, juste pour terminer sur l'équitation, parce qu'il y a quand même un autre sujet que je voulais parler avec toi, c'est ta compétition, parce que tu as concouru dans beaucoup de compétitions. Raconte-nous peut-être le moment fort, ou peut-être le moment plus dur que tu as expérimenté, et qu'est-ce que tu en as retenu de cette expérience sur la compétition d'équitation. Alors, ça, c'est un vrai petit secret de moi-même. Ah, Euh, je pense que la compétition en équitation, euh, bon, d'abord, chacun le vit un peu différemment. En fait, c'est très marrant. Je vais dire deux choses. Je vais dire ça et je vais dire le fait que j'ai découvert ce nouveau sport, comme tu le sais, qui est le padel. Et que ce qui était très intéressant, c'est de voir à quel point les deux sports se sont nourris l'un l'autre. hmm, Parce que au padel, le padel m'a aussi appris à relativiser certaines choses que j'arrivais pas du tout à relativiser en équitation. hmm, Et certains défauts que j'avais en équitation se sont retrouvés être les mêmes au padel. Et donc, c'est très étonnant parce que la réalité, c'est que quand on fait du sport, c'est pas que des compétences physiques. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans la tête. hmm, Euh, je crois qu'on ne mesure pas assez à quel point ce qui se passe dans la tête impacte la performance physique. Alors, quand je dis ça, on ne mesure pas à quel point. Évidemment, les sportifs de haut niveau, eux, le mesurent parce que c'est leur boulot. Mais en amateur que je suis, je crois que c'est quelque chose qu'on ne mesure pas du tout assez. hmm, Donc, pour revenir et pour répondre à ta question, Minter, je dirais que j'ai arrêté l'équitation pendant 18 ans et puis après, j'ai recommencé à faire de la compète avec une jument extraordinaire que j'adore. Euh, et, euh, et ce que je dirais, c'est que quand j'ai commencé à faire les championnats de France, j'ai fait 2 saisons où j'ai toujours terminé aux portes de la finale. hmm, Et quand je dis aux portes de la finale, c'est qu'il devait en prendre 20 et j'ai terminé une fois 21e et une fois 22e et ça s'est joué à 10 secondes sur un chrono ou 25 secondes sur un chrono ou une erreur sur le dernier obstacle de la dernière manche de la finale. Et là, je me suis dit, j'ai un problème dans ma tête. hmm, Parce que si j'avais terminé 74e, 20e, bon, bah, tu réussis, tu plantes, voilà. Mais quand au moment où tu devrais accéder à la finale, où tu n'es pas loin, tu n'y accèdes pas, tu te dis que ça vient pas du cheval, que ça vient pas. Tu dis pas que c'est pas de chance. Parfois, tu te dis, j'ai fait ce que je hmm, pouvais et c'est déjà beaucoup. Là, je hmm, me suis dit, moi, j'ai un frein. Là, je me suis dit, j'ai un truc que je dois faire, complètement inconscient, qui fait que je me refuse d'accéder à la finale. Et là, j'ai travaillé sur moi. J'ai fait notamment de l'hypnose humaniste avec une femme formidable qui s'appelle Anne. Et on a travaillé sur les championnats d'après. hmm. Et j'ai fini 10e. Donc, Wow. j'étais dans le top 10. J'ai passé la finale et j'ai eu aucun problème. Et ça, c'est quand même incroyable Enfin, quand je disais à mon mari, c'est de ma faute, je dois avoir un truc, il me dit, mais non, t'as donné, gna, gna, gna. Et je savais, je me suis dit,
Et j'ai un truc chez moi j'ai un truc qui est bloqué. mm, Il fallait que je déloque ce truc chez moi mm, pour pouvoir, euh, pour pouvoir accéder dans les poules de finale. mm. C'est chouette. Alors, on va maintenant, si tu te permets, bifurquer sur le petit projet qui nous intéresse. Et peut-être je vais commencer par une courte citation de Sanjo Gutiérrez, un des grands, grands, grands joueurs, qui a dit récemment, assez récemment, que le padel, c'est un sport d'individus joué à deux. Donc, juste incroyable, le parallèle, les passerelles entre ça. Mais voilà, donc parle-nous d'abord de ton arrivée dans le paddle, parce que évidemment, c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai joué au paddle, euh, pour ne pas dire autre chose. Mais bon, comment est-ce que tu es arrivé dans le paddle? Quelle était ton arrivée? Alors là, pour le coup, comme c'était plus récent, je m'en souviens mieux que l'équitation. Je suis arrivée par le padel parce que j'ai des amis et notamment un ami entrepreneur qui me parlait du padel tout le temps. Et comme je suis quand même de tempérament assez curieux, euh, c'était il y a 2 ans, il y a 2 ans, j'arrive sur mon lieu de vacances et je vois des terrains de padel et je me dis, bah, je vais essayer. Et je démarre le padel cet été-là avec mes enfants, mon mari. J'ai tout le monde qui venait, c'est chouette, on va essayer de jouer au padel et tout. Et c'est marrant parce que je suis toujours sur le même lieu de vacances, je vais toujours au même endroit. Et quand je vois qu'il y a 2 ans, je ne savais même pas dans quelle main, parce que je suis un peu ambidextre, dans quelle main j'allais mettre ma raquette. Et qu'aujourd'hui, je joue quand même pas très bien, mais un peu mieux quand même. Euh, Pourquoi tire? je me dis, c'est incroyable comment je me suis fait attraper par ce jeu. C'est un peu le sujet de tout à l'heure qui vous dit, c'est le sujet de tout à l'heure où je disais, tu sais pas très bien si c'est les sujets qui te choisissent ou si c'est toi qui choisis les sujets. C'est vrai que j'étais un peu entre deux eaux. Entre-temps, je faisais du conseil et tout ça, mais en tout cas, le sport du padel, je découvre ce sport par un copain entrepreneur qui m'en parle. Je joue l'été. Je trouve ça incroyable. Je reviens à Paris en septembre. J'en parle à des copains entrepreneurs en disant, ce sport est fou parce qu'il est drôle, il est accessible tout de suite. Il y a cette vraie notion de joie. Donc, je suis vraiment amoureuse de ce sport. Et puis, je tombe aussi, pour être très honnête, ça c'est mon côté entrepreneur, je tombe je trouve que le marché de ce sport naissant est complètement fou. Donc, les deux cumulés font que je commence à m'intéresser un peu, voire très sérieusement au padel. Voilà, ça a commencé comme ça. Hmm. J'ai un peu cette impression, c'est pas la même ampleur, mais c'est l'arrivée de l'Internet qui a tout chamboulé. Et dans le milieu du sport, c'est un sport qui chamboule le milieu du sport. Et donc, il y a une effervescence qu'on connaît bien. Et donc, nous lançons bientôt le Pongo Sports et le padel. Comment tu vis l'arrivée de Pongo Sports et qu'est-ce que tu imagines comme avenir cofondatrice du Pongo? Alors, d'abord, c'est une aventure incroyable. Mais ça, je sais que tu le sais, parce qu'on est tous les deux à l'origine de cette aventure. Euh, je, je, je- J'espère vraiment que la mission de Pango, qui va être d'être cet outil simplificateur pour les joueurs de padel, et avec une expérience qui est vraiment sympathique, parce qu'on l'a vraiment pensé comme ça. Je pense que c'est un peu ce qu'on est tous les deux aussi, de se dire qu'on a envie de procurer du plaisir quand on fait les choses et de la joie. Donc j'espère que Pango va être, j'espère j'espère que Pango va être à l'échelle de ce qu'on l'a imaginé et de ce qu'on l'a rêvé. Voilà. Et parfois, c'est toujours difficile de faire
de transformer ton rêve ou ta vision en une réalité. Et c'est ce qu'on essaie de faire. C'est toujours ce qu'on essaie de faire quand on crée des boîtes, d'ailleurs. Donc, c'est dans nos mains et c'est ça qui est chouette. Je vais te lancer un défi. C'est en live. C'est les Olympiques qui pourraient se passer en 32 avec le padel. Pourquoi pas sponsoriser l'équipe française et l'équipe anglaise avec des t-shirts, des chandails, comme on disait au Québec, de Pango pour aller les soutenir en direct avec eux. Ouais, ça serait super. Alors, le Pango, c'est notre projet ensemble et je voulais qu'on en discute. Euh, c'est un projet qui est B2C et, euh, et de ce fait, parce qu'en fait, moi, j'ai jamais vraiment travaillé en B2C. J'ai vendu des shampoings, j'ai vendu de l'agence de voyage pour les musiciens. J'ai fait plein de choses, mais pas vraiment vis-à-vis du B2C. Et ce que j'apprends avec toi, c'est que malgré le fait que c'est digital, ça ne peut pas que être digital de lancer dans le B2C. Donc, comment est-ce que tu penses, qu'est-ce qui ferait la réussite quel que soit le produit en B2C? Je pense que le B2C, la puissance de la marque, c'est hyper important et de l'expérience. Moi, j'aime assez bien le B2C parce que je trouve que ton client final, il ne ment pas. La vente en B2B, elle est beaucoup plus complexe. Hmm. Il y a beaucoup plus d'enjeux politiques. En B2C, ton client, tu vends un produit, il est content, il le prend, il n'est pas content, il se taille ailleurs. Donc, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est plus cher. Et en même temps, euh, si ton histoire est juste, si ta promesse est bonne, après, c'est vraiment une question d'argent, le B2C, parce que ça coûte très cher de développer du B2C. Et en même temps, je pense que sur des communautés et sur des sports comme le paddle, ça fait partie des marchés où c'est encore possible. Parce que c'est des sports de passion et que tu parles à des passionnés. Et que si ton produit et tes valeurs et ta communauté, elle croit en ce que tu fais, bah, ça fonctionne. Le seul truc, c'est qu'il faut être vraiment aligné dans ce que tu proposes. Et ta communauté, il faut la connaître, il faut la rencontrer, il faut savoir ce dont elle a besoin parce qu'à la fin de la journée, c'est elle qui va acheter ton produit. Et que parfois, nous, ça nous est arrivé sur World is the Village, tu imagines tout un truc, puis tu le présentes, on te dit, ah mais c'est super, mais en fait, on pourra aussi faire ça, ça et ça. Et toi, tu l'avais pas vu. Donc, ça te demande aussi beaucoup de réactivité et beaucoup d'humilité. Parce que la réalité, c'est que c'est pas toi qui vas construire le produit. C'est toi qui vas réceptionner les besoins et les envies. Donc, ton sujet d'être à l'écoute de ce dont ton client final il a besoin, c'est hyper important. Parce que nous, Ce on qui s'en est, fout de nos propres convictions. On a des convictions, ok, on démarre avec ça, on a des partis pris, très bien, super. Mais à la fin de la journée, il veut quoi ton joueur de padel? un peu de jeu, un peu de plaisir, des rencontres, son niveau. Mhm. Mais ce qui est marrant enfin, on a un peu parlé de l'élément de sport dans la vie, combien on apprend. Et tu as parlé avec le cheval d'être présent, d'être là. Enfin, il te prend comme tu es, mais quand même, il est important d'être présent là-dedans. Et, euh, et aussi cette notion d'agilité. Et donc, il y a à la fois la conviction de ce qu'on veut, mais il faut avoir aussi la flexibilité, l'humilité, la capacité de changer. Ouais, Et ça me paraît un des vrais problèmes en entreprise, c'est de faire cet équilibre entre conviction, parce que si tu essaies de faire plaire à tout le monde, bon, déjà c'est très cher, c'est plutôt impossible. Donc tu dois avoir la conviction pour décider, je ne vais pas faire ceci, je ne vais me concentrer sur cela. Et tant pis si ça ne plaît pas à tout le monde. ouais. Donc, comment est-ce que tu évalues ce constat entre la conviction, le dogma quelque part derrière une idée, et cette flexibilité, agilité, capacité de pivoter constamment? Bah, d'abord, ça, c'est un truc de start-up.
Les startups, elles ont cette chance parce que les startups, elles ne sont pas politiques, elles sont en tout petits effectifs, donc elles ont l'agilité. Ou en tout cas, il faut vraiment qu'elles l'aient. Elles ont du test and learn tout le temps et tout ça. Donc ça, c'est vraiment un truc de startup. Le truc, c'est que pour moi, mais le truc qui bouge pas, c'est ta vision. C'est-à-dire ton truc très très haut qui est qu'est-ce que tu veux servir. Ça, c'est très très haut. La manière dont où est-ce que tu veux aller? Est-ce que tu veux aller en Argentine, à Milan, où tu veux aller? Après, est-ce que pour aller à Milan, tu passes par Lyon ou tu passes par Grenoble? Même si c'est un peu plus loin, de passer par l'un ou l'autre des chemins, tu vas toujours à Milan. Et donc ton agilité, elle est sur ton chemin. Euh, Par contre, tu vas toujours au même endroit. Et donc, une des complexités, c'est peut-être de trouver ton Milan. Mhm. Parce que lui, il ne doit pas bouger. Et s'il bouge tout le temps, ça, c'est un problème. La manière dont tu y arrives, tu fais du test and learn, et c'est OK. C'est OK d'essayer, c'est OK que ça marche. Parce qu'on dit toujours, c'est OK que ça ne marche pas, on change. Mais il faut aussi bien voir quand ça marche. Voilà. Mhm. C'est comment est-ce que tu peux être suffisamment, je vais reprendre ce terme de à l'écoute, pour être capable de détecter tes signaux faibles. Et là, pour le coup, quand tu fais de la compète, en paddle ou en équitation, c'est la même chose. Comment est-ce que tu sais quand ton partenaire de droite, il se sent pas très bien et que tu vas devoir être là pour lui filer un coup de main? Comment tu sais quand ton cheval, il est un peu fébrile ce jour-là? Donc, c'est tous tes signaux faibles sur lesquels il faut être très, très à l'écoute pour dire c'est tes tendances quand tu crées ta startup qui vont te permettre de dire ah là, je crois qu'il y a un truc à faire, ou au contraire, là, je crois que ce truc-là, on est parti pour, mais en fait, ça marche pas. Si on reprend le paddle maintenant, parce qu'on a aussi fait des séances de Joy Paddle pour le business, Ouais. pour toi, si tu as à reprendre quelque chose du terrain du paddle dans le business, quelles sont les deux ou trois choses du paddle que tout le monde qui devrait se mettre au paddle pour les aider à mieux travailler? Quels sont les indices ou les éléments que tu penses utiles dans ce sport, dans le business et peut-être pas, pourquoi pas, dans la vie? Ouais, il y en a plein. Mais comme ça, là, à brûle pour point, je dirais la confiance en soi et la confiance en l'autre. Je pense que les séminaires paddle qu'on fait avec Joy of Paddle, c'est un formidable outil de management. Parce que quand tu joues à deux au paddle, ta relation à l'autre, c'est pareil en équitation, mais au paddle, ta relation à l'autre, elle est incroyable. Elle est elle est primordiale si tu veux, ne serait-ce que marquer un point. C'est la base, quoi. Et comme en entreprise, même si on parle d'intelligence artificielle toute la journée, le facteur clé de succès d'une entreprise, c'est les équipes et c'est l'humain. Et c'est la relation à l'autre. Et ben, au padel, je dirais que c'est la même chose. Et donc, dans la relation à l'autre au padel, tu as tous les sujets de confiance en soi, de lâcher prise et de confiance en l'autre, de communication, évidemment. Et ça, c'est extraordinaire parce que au padel, on en a besoin tout de suite, même quand on démarre. C'est vraiment ça qui va faire, je pense, même à très haut niveau, c'est ce qui fait à un moment la différence. Il y a quelque chose que tu me fais penser, c'est que dans cette configuration de deux contre deux, l'autre jour, j'ai tourné. On a fait plusieurs matchs et j'ai tourné avec chacun. Et c'est vrai que à repenser, quand j'étais en face d'eux, j'avais un autre regard sur eux, je regardais comment ils jouaient, comment je peux gagner le point. Et puis, je parlais avec mon copain, avec qui je jouais, et on avait des petites intimités. Et on se le disait, sachant que dans une demi-heure, il allait jouer de l'autre côté. Bah ouais, Et en fait, c'est là la notion coopétition, enfin le côté collaboration et compétition ensemble, un peu comme dans la vie. Parce que si tu es sale gueule derrière tout le temps, ben, ça va se savoir. Et, et il faut être un peu tu vois, soi. par exemple, quand je joue, j'ai quelqu'un qui joue souvent et il se dit tout le temps, ouais, je suis nul quand il rate un point. Et j'arrête pas de lui dire, arrête de dire que tu es nul.
donne-toi la solution, mais arrête de te flageller. Parce qu'en fait, ça t'aide pas. Moi, ça m'aide pas. Ça n'aide Mm. personne. Et tu vois que c'est vraiment du management. C'est marrant. Mm. De comment tu peux aider l'autre à être meilleur et à se dépasser. Et en fait, en entreprise, c'est ton job de tous les jours. Quand tu travailles avec tes équipes, c'est comment est-ce que tu peux mettre. Moi, je pense que c'est important de se dire comment tu peux mettre tes équipes dans les meilleures conditions possibles pour qu'elles te donnent le meilleur d'elles-mêmes et qu'elles aient envie de se dépasser. Pour un bien commun qui est la réussite de tous. Bah, sur un terrain de paddle, c'est exactement la même chose. Ça devient le Milan de la partie. Ouais, exactement. Exactement. Ça Alors, devient... on a un peu parlé de ta vie, de l'équitation, un peu du paddle, donc en espérant que les gens qui ne connaissent pas le paddle soient inspirés à aller jouer. Maintenant, Pango, pourquoi est-ce que quelqu'un devrait se ruer pour chercher Pango Sports et l'application qui sort à quelle date? Ça sort début septembre pendant Roland-Garros. Et pourquoi Pango? Je pense que parce que quand on a travaillé ensemble Minter, on a vraiment voulu résoudre un problème pour les joueurs de padel. Et qu'aujourd'hui, aujourd'hui, les applications, elles sont créées pour les clubs, pour favoriser les taux de remplissage. Elles sont créées pour les clubs. Et nous, on s'est dit, ben, on veut faire vraiment quelque chose pour les joueurs. Et on a vraiment mis tout. Alors, tout ne va pas sortir d'un coup, puisqu'on ne peut pas tout faire d'un coup, Faut mais choisir. il faut choisir les étapes. Mais l'idée de Pango, c'est de dire, tu es un joueur de padel. euh, En fait, tu vas tout retrouver sur Pango. En fait, nous, on a créé cette communauté, on a créé Pango parce qu'on est, nous, des joueurs de padel et qu'on avait envie d'une application qui nous soit utile plutôt que d'avoir 54 applications où à chaque fois qu'on veut jouer sur un terrain, il faut qu'on se trouve des copains, le bon niveau, 54 groupes WhatsApp, etc. Et l'idée de Pango, c'est de dire, viens chez nous parce qu'on va te simplifier la vie. Alors, on a besoin évidemment que les joueurs croient en ce projet parce que c'est grâce à eux aussi que ce succès va avoir lieu. C'est la magie du B2C et de la communauté. C'est que ça ne marche que si la communauté joue le jeu. Mais moi, je crois vraiment que la communauté des joueurs de padel, elle a envie de ça parce qu'elle est plus grande et de plus en plus grande chaque jour et qu'elle a besoin et qu'elle a envie d'une application qui soit fédératrice, qui l'écoute et qui va lui enlever tous les cailloux dans la chaussure dont elle a besoin. Et au padel, on en a encore pas mal au moment où on doit s'inscrire, trouver des joueurs, trouver des terrains, etc. Donc, nous, on ne fait pas des terrains. Nous, on s'occupe des joueurs. Voilà. J'adore. Il faut qu'ils jouent le jeu. Ouais. Jouant. Alors, Camille, voilà, je te laisse continuer tes vacances parce que je sais que tu es en plein dedans. C'était un plaisir d'échanger avec toi dans ce format très différent parce qu'on a l'habitude de juste bosser ensemble. Et voilà, je te libère, mais merci beaucoup. Comment est-ce que quelqu'un peut te contacter ou évidemment chercher plus d'informations sur ce que tu as envie de partager Ben, je crois que je suis sur LinkedIn comme beaucoup de gens. avec ton nom qui est impossible. Enfin, les Hugues des Pointes, c'est un nom célèbre, n'est-ce pas? Célèbre, je ne sais pas, mais c'est une famille de Béquet de la Martinique. Moi, je suis une pièce ajoutée, comme on dit. Et c'est en effet, faut être bon en orthographe. Faut être bon en Je- orthographe pour écrire. J'ai j'ai eu du mal, je m'en souviens de Hugues, là, H-U-Y. Là, ça m'a perturbé. Mais bon, ravi. Camille, je te remercie beaucoup. À très vite. Bonjour à toute la belle famille et bientôt sur Pongo. Très vite sur Pango. Merci, Merci. Minter. Je